Bien, bonsoir et merci pour votre présence. Alors pour les nationalistes, j'ai aussi travaillé à IBM France et pas seulement à IBM Europe. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'animer cette table ronde. Nous allons parler, mais c'est eux qui vont parler plus que moi. Vous l'avez compris, moi j'arrive depuis 1 an et demi du monde de l'entreprise. Je suis en bout de chaîne. Je me permettrai peut-être d'intervenir en fonction de ce que nous entendons ce soir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en bout de chaîne et je commence par donc vous présenter les intervenants. Maximilien Pellegrini, Max. Bonjour. Directeur général délégué du groupe Suez et qui est très engagé dans les questions de diversité et d'inclusion sociale. David Coll, qui a créé Wade, dont il nous parlera tout à l'heure, donc une classe préparatoire différente pour les grandes écoles de commerce. Il nous expliquera en quoi c'est différent. Sandrine Dirani, donc auteure avec un E, conférencière et fondatrice de Zeneduc, donc qui est une plateforme de coaching scolaire, en particulier pour les parents, et qui a créé une méthode de réconciliation des jeunes avec l'orthographe. Un vaste programme dont nous allons parler. Et pour terminer, Brigitte de Comprignac, professeure des écoles dans l'enseignement public depuis plus de 20 ans. Grande expérience dans le primaire, expérience aussi dans les classes spécifiques, les SECPA, et qui est par ailleurs présidente de la Fondation Potentiel et Talent, qui est une des fondations abritées par la Fondation pour l'école. Alors on va commencer par Brigitte, 20 ans dans l'enseignement public, plus que ça. Donc évidemment, je vais poser la question dignement, comme le ferait le ministre. Quel est votre ressenti d'enseignante ? Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu donc la fondation de Potentiel et Talent et ce que vous appelez la transition éducative? Merci. Bonsoir à tous. En fait, dans ces 3 questions, elles sont intimement liées, puisqu'effectivement, mon expérience en tant que professeur des écoles depuis 28 ans avait quand même une aparté de 8 années. Dès le début de ma carrière, j'ai remarqué qu'il y avait toujours 3-4 élèves au fond de la classe qui n'étaient pas tout à fait comme les autres, qui s'ennuyaient pas mal. Donc, soit ils dormaient, soit ils faisaient des fous. Enfin, ils n'allaient pas bien. C'est eux qui m'intéressaient, en fait. Et puis au fur et à mesure que j'ai fait de la maternelle, j'ai fait du primaire, j'ai enseigné en SECPA où j'ai vraiment eu l'impression d'être utile encore plus à quelque chose. On parlera de mixité sociale et ça je crois que c'est extrêmement important pour le développement de nos enfants et de la société. Et j'ai rencontré quelqu'un, Laurent Dupuis, qui est le délégué général de la Fondation, qui lui travaillait dans le conseil en innovation. Et lui, il avait une vision de l'entreprise où il disait « mais c'est insensé, on demande en entreprise d'être innovant, d'être flexible, d'être adaptable, d'être réactif. Et à l'école, on demande aux enfants d'être obéissants, d'être dans la norme, d'ouvrir le bec, d'apprendre ce qu'on leur dit d'apprendre. Et finalement, le constat, mon constat, mais j'en discutais avec beaucoup de personnes, c'est qu'il y avait un peu une morosité quand même chez ces enfants-là, parce qu'on ne leur donnait pas évidemment le sens des choses, de pourquoi est-ce qu'ils apprennent, dans quel but. Et en 2014, Laurent Dupuis et moi-même, nous sommes dit, on va essayer de mettre en œuvre les valeurs qui nous portent. Et nous avons créé cette fondation Potentiel et Talent, ce sont 2 mots qui résument assez bien ce qui nous porte, pour engager ce qu'on appelle la transition éducative. La transition éducative qui devrait être la mère de toutes les autres transitions, parce qu'une transition écologique, une transition économique, etc., tout passe d'abord par l'éducation. Et on doit construire des
ces enfants seront les citoyens de demain. Et il faut, donc ça va passer par ce dont on parlera beaucoup, l'apprentissage de la langue française pour développer des tas de choses, au-delà de la grammaire et de l'orthographe. Et on veut œuvrer pour que l'on passe de l'école de la réussite pour tous, qui est emblématique, réussite pour tous, finalement que pour quelques-uns, à l'école de l'accomplissement de chacun. Dans la société, on a besoin d'artisans, de grands intellectuels, de médecins, etc. Le tout, c'est de s'accomplir et de mettre ses potentiels à son service et pour le service des autres, pour qu'on puisse vivre ensemble tous. Merci, c'est un beau résumé. On va y revenir. Je vais poser la question à Sandrine. Alors, quels sont, vous, les constats qui vous ont amené à créer donc, cette plateforme Zeneduc? Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu plus? Alors, je vais me permettre de vous présenter à la fois Zeneduc et surtout pourquoi la méthode Je maîtrise l'orthographe, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là ce soir. Donc, Zeneduc propose une nouvelle vision de l'éducation et des apprentissages au sens large, selon laquelle il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un cercle vertueux entre la connaissance tout court, donc le savoir fondamental et notamment les savoirs de base, et la connaissance de soi. Comment voulez-vous qu'un enfant apprenne de façon efficace s'il n'est pas bien dans sa peau, s'il n'a pas confiance en lui, s'il a un problème dans sa gestion du stress, s'il se met des objectifs trop hauts et que du coup, il a peur d'être en échec scolaire? Donc l'idée, en fait, c'est de créer un cercle vertueux entre le bien-être et les apprentissages. On le fait à travers 3 leviers. Donc il y a le levier historique, le canal historique, qui est un site de soutien scolaire à destination des familles, donc des parents et des enfants sur les savoirs fondamentaux. On a un deuxième levier qui sont des formations sur mesure à destination des universités et des entreprises. Et on a un troisième levier qui est la parution d'ouvrages, et notamment donc, le dernier ouvrage qui va paraître en janvier aux éditions Debout, qui s'appelle « Je maîtrise l'orthographe, 7 étapes pour reprendre confiance en soi », qui part du même constat en fait, que celui de Brigitte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont des laissés pour compte en fait, des apprentissages de base, qui ont beaucoup de difficultés avec l'acquisition et la maîtrise du français. Et on sait aujourd'hui, pour travailler en même temps avec les universités, les écoles et les entreprises, à quel point il y a un fossé qui est en train de se créer entre un niveau d'orthographe et de français qui ne cesse de baisser et des exigences des entreprises qui, elles, pour le coup, n'ont absolument pas évolué. Donc il y a un décalage total entre les besoins et les attentes aujourd'hui des entreprises et le niveau en orthographe des jeunes. Pourquoi c'est grave et pourquoi j'ai vraiment décidé d'en faire un cheval de bataille? C'est parce que ce faible niveau en orthographe est véritablement une source de souffrance pour les gens qui ne maîtrisent pas l'orthographe, que ce soit les enfants qui sont toujours stigmatisés, que ce soit les adultes dans les sociétés qui sont moqués, qui sont stigmatisés et qui voient un plafond de verre se mettre au-dessus de leur tête, qui ne vont pas postuler à certains postes parce qu'ils ne se sentent pas légitimes à postuler à ces postes, qui ne vont même pas se voir proposer d'ailleurs ce genre de poste, même s'ils en ont les compétences. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu national que de faire en sorte que les jeunes maîtrisent tous suffisamment la langue française et notamment l'orthographe pour pouvoir avoir premièrement une scolarité sereine et épanouissante, mais aussi pour avoir une progression professionnelle qui soit alignée avec leurs véritables compétences. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Vous allez repréciser donc cet ouvrage en janvier qui paraît, donc 7. Vous pouvez décrire un petit peu ces étapes? Oui, alors en fait, l'idée, c'est vraiment de repartir sur les basiques, c'est-à-dire sur le questionnement. Plutôt que d'apprendre des règles de grammaire qui sont rébarbatives et qu'on peut oublier, en fait, c'est de partir de la méthode d'un certain Socrate, qui était la méthode du questionnement, et de se reposer des questions. Donc, il y a 7 étapes, et étape après étape, on aide les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à se poser des questions et à travailler un peu comme des détectives en supprimant des options. Ils testent des choses, ils disent « Attends, non, c'est pas cette option-là », donc ils travaillent en supprimant des options. Et à la fin, l'idée, c'est qu'ils trouvent par eux-mêmes, en se questionnant les bonnes réponses à leurs questions, et que ça devienne des automatismes pour qu'ils acquièrent finalement par eux-mêmes un bon niveau d'orthographe.
Excellent. Je me permets d'intervenir là dans mon ancienne responsabilité. Effectivement, la façon dont on fait de la promotion dans les grandes entreprises, on en reparlera avec Max tout à l'heure, mais l'orthographe nous a conduit à éliminer des personnes de qualité. L'orthographe ou une mauvaise syntaxe ou une capacité, on parlera aussi des soft skills, mais enfin, mais la personne ne le sait pas, parfois ne s'en rend pas compte. Et il faut avoir aussi l'honnêteté et le courage du manager de dire, c'est difficile, hein, tu n'auras pas, il ou elle, hein, tu n'auras pas tel poste parce que, et je crois que cette prise de conscience est essentielle parce que je vous assure, en bout de chaîne, je prends souvent cet exemple idiot, mais de quelqu'un qui m'a gentiment corrigé parce que quand je disais on est censé faire quelque chose, j'avais écrit censé avec un C et qu'il m'a gentiment expliqué que censé s'écrit avec un S. Je lui ai dit oui, je sais, il y a un autre mot. Non, mais non, Hervé, franchement, alors, il est centralien, il se trouve que moi aussi, donc ça m'énerve, quoi. Que je pensais qu'à ce niveau d'études, mais c'est pas. On était susceptible de pas, au moins de savoir après tant d'années d'études qu'il y a 2 mots en français pour dire censé, quoi. Et il ne le savait pas. Mais autre anecdote véridique, à un moment, on est tombé sur un chiffre, c'était 1515, c'était des millions de quelque chose. Je dis 1515, rigolo, Marignan. Et là, j'ai provoqué un grand désert et un grand silence. Et il y en a un qui m'a demandé, mais ça veut dire quoi, Marignan? IBM, on embauche que du bac plus 6, enfin c'est X, Centrale, HEC, oui, quoi. Ça veut dire quoi, Marignan? C'est fin de mon anecdote drôle. Donc, et en fait, pas drôle. Ce qui nous amène aux grandes écoles, préparation des grandes écoles de commerce, où j'espère que ça va un peu mieux. David, alors, parlez-nous un peu de Wade. J'espère que ça va mieux. Par définition, étant professeur au départ à l'université et ensuite en classe préparatoire pendant plus de 20 ans, quand on crée un projet entrepreneurial comme le mien, c'est qu'il y a une nécessité et cette nécessité, elle est à la fois personnelle et elle est sociétale. Nous sommes ici pour parler des savoirs fondamentaux. Je vais commencer par une anecdote, ou qui n'en sera peut-être pas une. Si je vous parle d'un savant anarchiste ou d'un savant anarchiste, je ne dis pas la même chose. Dans le premier cas, un savant anarchiste, je suis en train de parler d'un anarchiste cultivé. Dans le second cas, si je parle d'un savant anarchiste, je parle d'un savant assez révolutionnaire. Autrement dit, des règles infimes ont une importance considérable pour qu'on ait un discours intelligible et qu'on se comprenne. Sans quoi, c'est la discorde. Les règles, en fait, sont ce qui est nécessaire à toute forme de liberté, toute forme d'expression de la singularité. La classe préparatoire, en fait, et c'est la raison du projet que je viens de créer il y a quelques mois à peine, est en train de, selon moi, de suivre une tendance qui est une tendance qui mérite à la fois résistance, et comme toute forme de résistance, elle permet de se projeter aussi dans l'avenir. Alors, résistance à quoi ? Aujourd'hui, je porte une chemise, mais il m'arrive parfois en cours, en début d'année, de porter un t-shirt sur lequel est inscrit devant du coup n'est pas français et derrière au final non plus. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui en classe préparatoire, c'est le pour moi. C'est-à-dire que de plus en plus, je fais face à des étudiants qui ont eu 20 au bac et des mentions très bien, et qui, lorsqu'on leur demande une définition, répondent pour moi c'est. Non, par définition, une définition, c'est pas pour soi, c'est pour nous tous. Et j'ai l'impression que, y compris dans les classes préparatoires, donc ce que j'ai dit du savant anarchiste ou du savant anarchiste, des expressions qui devraient être bannies du discours qui n'est pas celui du café, mais bien celui d'un cours ou d'un oral, les classes préparatoires commençaient à être affectées par cette tendance qui est finalement de céder à la facilité, alors que nous sommes face à un public, moi j'ai cette chance d'être face à un public de gens de 20 ans qui sont très exigeants. Ils ont 8 heures de cours par jour, ils ont des euros à midi, parfois le soir. Je les vois travailler le soir dans mes locaux pour préparer un concours qui lui-même a toujours été exigeant, mais qui d'une certaine manière l'est de moins en moins. Pourquoi ? Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce projet aussi. La première, c'est que j'ai tendance à penser qu'on commence à confondre élocution et éloquence.
et que l'éloquence ne suffit en rien à être compétent. Et je pense que ceux qui sont ici présents ont besoin de gens compétents avant qu'ils soient éloquents. Les soft skills sans les hard skills, c'est du vent, et les soft skills avec les hard skills, c'est du tonnerre pour des entreprises. Et moi, je travaille pour ça. Et je travaille aussi, je dirais, pour les parents. Et c'est sans doute ce qui nous fait nous rassembler ici aussi, puisque je le suis et que mes parents étaient professeurs aussi. L'éducation n'a pas à devenir un marché. L'éducation n'a pas à surfer sur les inquiétudes des parents. Or, y compris en classe préparatoire, j'ai l'impression qu'il se dessine une tendance contre laquelle il faut lutter, c'est de faire croire aux parents qu'il n'y a qu'un ou que quelques types d'études qui mènent à la réussite. Le terme de réussite est discutable. Je pourrais plutôt dire la réussite et la satisfaction de soi. Et qu'il est nécessaire en classe préparatoire. Moi, j'ai limité mes classes à 25, ce qui est un pari que d'aucuns ont dit insensé, mais qui est nécessaire. Voilà. On ne peut pas annoncer à des gens qu'ils vont être dans un environnement le plus propice à leur réussite et à leur satisfaction personnelle, alors qu'ils découvrent à la rentrée qu'ils sont 50 par classe. 25, ça me semble assez bien, au vu des difficultés dont on vient de parler. Et maintenant, je me tourne vers celui qui représente, un peu comme moi, le bout de chaîne, le recruteur. Et moi, j'en ai un petit peu parlé, mais Max, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette question de l'apprentissage des savoirs fondamentaux, aussi bien primaire que secondaire? Est-ce que vous voyez une évolution dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Peut-être partager avec vous, avant de démarrer, des convictions assez fortes. Au-delà de mes responsabilités de dirigeant, je suis extrêmement engagé sur les notions de diversité et d'inclusion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise a besoin de mieux comprendre un monde qui évolue extrêmement vite. Et à partir du moment où, dans le corps social et managérial, on n'est pas représentatif de ce qui se passe dans la société, des choses nous échappent et on n'arrive plus à être innovant. Et quand on regarde, et c'est un peu le côté révolte, et je crois que l'entreprise peut être amenée à corriger cela, le déterminisme social aujourd'hui qui officie dans le système éducatif, qui est bien pire que par le passé, il est absolument essentiel que l'entreprise reprenne son rôle. Et je crois que tout ne s'arrête pas à 20, 25 ans dans une vie. Je crois que l'entreprise a besoin aujourd'hui de caractère, de posture, d'attitude, et qu'elle doit prendre le relais d'une certaine manière sur une formation continue qui s'adapte en permanence et qui revient aussi sur certains savoirs fondamentaux. Il est absolument essentiel dans une entreprise de pouvoir débattre, comprendre, écouter, s'exprimer pour faire avancer ses idées et collaborer. Collaborer d'ailleurs, qui est aujourd'hui la compétence essentielle demandée par toutes les organisations et les entreprises. Parce qu'on a répondu, en fait, avec des organisations extrêmement compliquées, à une complexification du monde. Or, dans les systèmes éducatifs, on répond toujours, de temps en temps, mais assez régulièrement, par des examens, des concours et des systèmes qui sont assez individualistes, en fait. Et l'entreprise, elle cherche exactement l'inverse. Donc, une fois qu'on a réussi ces études brillantes, on a dans l'entreprise. Et là, on est confronté à une complexité qu'on ne peut résoudre qu'à partir du moment où on apprend à collaborer. C'est pas si facile que ça. En entreprise, les bonnes notes, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est le collectif, c'est réussir, c'est avancer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et les savoirs fondamentaux sont essentiels dans l'entreprise. On pourrait croire, in fine, qu'une fois qu'on sort d'un parcours académique, c'est fini. Ben non, quand on fait de l'inclusion, quand on essaie de rapprocher des gens qui sont éloignés de l'emploi dans l'entreprise, quand on digitalise sur le terrain, il faut savoir lire, comprendre les instructions sur une tablette. Il faut savoir aussi s'exprimer. Donc ces savoirs fondamentaux sont extrêmement importants. Il faut que l'entreprise, l'accepte, le reconnaisse, qu'elle mette en œuvre des programmes de formation, ça c'est facile. Et puis quand on monte dans la hiérarchie, finalement, plus on a des responsabilités, plus c'est difficile de confesser le fait qu'on a un peu du mal sur des expressions écrites, sur une syntaxe, sur l'orthographe. Donc il faut dénicher, il faut de la transparence et il faut mettre en place des outils pour que individuellement et collectivement l'entreprise réussisse. Mais si l'entreprise n'arrive pas à prendre le relais du système éducatif, elle n'arrivera pas à faire face à une complexité grandissante du monde. Et si elle n'arrive pas à intégrer
et d'être inclusive, eh bien, elle n'arrivera pas non plus à corriger le déterminisme social aujourd'hui qui fait que les entreprises et les organisations vont pas très bien. Alors j'ajoutais juste un point, c'est quand même très français. Le fait d'être très individuel dans les études, depuis 20 ou 25 ans en Allemagne, l'une des principales épreuves dans les écoles d'ingénieurs, il y a 4 élèves, et on ne regarde pas trop s'ils trouvent le résultat ou pas. Alors d'ailleurs, ils ont accès à tous les livres possibles, c'est intéressant, pour devenir... Alors les équations sont compliquées, mais soit vous les avez tous dans votre tête, soit vous avez droit aux livres, mais il y a une épreuve où les 4 doivent travailler ensemble et ils sont notés sur la façon dont ils travaillent ensemble. Et donc dès le niveau, pour rentrer en école d'ingénieur, on commence à leur faire comprendre qu'ils vont devoir travailler, alors que le système français est quand même beaucoup tout seul et tout par cœur. Et vous avez une épreuve très difficile de mathématiques où ils ont 6 heures et accès à tout ce qu'ils veulent. Parce que finalement, dans la vraie vie, ils auront accès à tout ce qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas la peine d'apprendre tous les théorèmes et toutes les équations que par cœur. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, on va essayer de plonger un peu plus dans le... Parce qu'il y a une expression qui m'a évidemment beaucoup intéressé, c'est passer de la réussite pour tous, un slogan bien connu, à l'accomplissement de chacun. Alors, concrètement, comment on fait parce qu'il y a tous les talents... Je sais que chaque élève est un projet en soi. Il y a la forte diversité et une forte... et non-mixité, d'ailleurs, on vient de commencer à en parler. Alors, comment on fait? On peut peut-être parler d'ailleurs de la FET. La FET, c'est un groupe d'écoles dont s'occupe la Fondation Potentiel et Talent. D'accord. Je vais d'abord vous dire que moi, chaque année, chaque rentrée, je dis à mes élèves, chacun d'entre vous, vous êtes porteur de talent. Et vous avez une pépite en vous. Et grâce à l'école, grâce à notre travail d'équipe qu'on va faire ensemble, on va essayer de faire émerger toutes les richesses que vous avez en vous. Et donc, je rejoins beaucoup ta philosophie, ce que tu dis, ce que tu penses. Un enfant, si on étaye sa confiance en lui dès le plus jeune âge, on lui développe un appétit d'apprendre, de vivre, une curiosité au monde, une curiosité aux autres. Et là... Et en plus, s'il y a un pédagogue en face qui met du sens sur ce qu'on veut lui faire apprendre, parce qu'effectivement, lorsque vous disiez on apprend par cœur, mais c'est mortel. On n'a plus besoin d'apprendre par cœur si tout prend sens, que ce soit l'orthographe, les mathématiques, la pédagogie du sens, ça devrait être universel. Il y a de moins en moins la notion de compétition, heureusement. Je crois que là, dans le public, on a bien compris qu'il faut que la coopération joue à fond. Que le tutorat en classe, moi, je l'utilise beaucoup. Je pense que c'est extrêmement important. Mais on a encore beaucoup d'enfants qui sont stressés par les notes, parce que vont dire les parents. Il y a des parents qui réclament encore des classements, alors qu'on est en primaire. Donc, c'est un petit peu difficile. Et donc, nous en créant la Fondation, nous avons été abordés par des écoles innovantes dans leur manière d'enseigner. Nous avons aussi, nous, été à la rencontre sur tout le territoire français d'écoles qui nous semblaient innovantes. C'était très souvent des écoles qui avaient été créées par des enseignants du public et qui se disaient mais je ne peux plus faire ce qui ne me correspond pas au fond. Donc, qui ont pris tous les risques, qui ont démissionné. Donc, ils ont pris des risques financiers absolument incroyables. Mais ils avaient vraiment une idée en tête. Ils ont constitué des équipes et ces écoles que nous avons rencontrées étaient extrêmement seules en fait. Ils avaient vraiment l'impression, ils se disaient mais on est les seuls fous. Et finalement, nous avons créé des groupes de travail inter-écoles à travers la Fondation. Donc ça a été une joie extraordinaire que ces petites écoles se rencontrent et se disent « Ah, mais on n'est pas les seuls fous. Ah, mais on partage les mêmes valeurs. On a la même optique. »
Et au bout de 2 années de groupe de travail qui était d'abord une journée de rencontre 3 fois par an, et puis finalement 2 jours 4 fois par an, et puis des week-ends entiers plusieurs fois par an, avec une mutualisation des moyens, des réflexions, des partages de projets, etc. Et on leur a dit, mais il faut que vous existiez par vous-même. Et donc, on les a aidés à créer une fédération qui s'appelle la Fédération des écoles de la transition éducative, que l'on appelle de nos voeux, évidemment, pour que cette école évolue dans le sens que tu disais, et pour que chacun arrive à trouver sa place, qu'on soit un petit Mohamed, une petite Anne-Marie, etc. Mais nous sommes des êtres humains, et chaque enfant est constitué d'énormes richesses, quels que soient ses potentiels, mais ils ont une aptitude à avoir une place dans la société pour être heureux. Et on ne peut être heureux que si on est en lien avec les autres aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je veux bien rebondir sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, pour être heureux, il faut être en lien. Et pour être en lien, on ne peut pas être en lien si on n'a pas acquis les savoirs fondamentaux. Parce que pour le coup, si on ne peut pas s'exprimer, si on n'a pas les mots, si on n'a pas le vocabulaire, si on n'a pas la structure des phrases, eh bien forcément, on va moins développer sa pensée, on va moins aller vers l'autre, on va moins être en interaction avec les autres. Et donc, comme le sujet de la table ronde, c'est quand même savoir si ça reste essentiel aujourd'hui. Pour moi, dans le monde de la communication, c'est plus qu'essentiel de pouvoir maîtriser la langue. Alors, je parle moins des mathématiques parce que c'est moins ma tasse de thé, mais même si on en fait beaucoup sur ZenEduc, mais c'est vrai que la maîtrise de la langue, c'est le premier pas vers l'autre. En fait, c'est le fait d'arriver à lui exprimer ce qu'on ressent, c'est le fait de pouvoir structurer sa pensée, structurer ses idées, dire des choses intelligibles, aller aussi loin que sa pensée a envie d'aller grâce aux mots. Donc, je pense que justement à ce niveau-là, qui est le niveau de la communication, de l'épanouissement du jeune, de sa volonté de travailler en collaboration avec les autres dans les entreprises, tant qu'il n'aura pas maîtrisé le langage, tant qu'il n'aura pas maîtrisé les mots, tant qu'il n'aura pas maîtrisé l'orthographe, il aura du mal à aller vers les autres, et de toute façon, il va finir par appauvrir sa pensée réflexive, parce que de toute façon, il n'aura pas les mots pour le dire. Donc, on voit un appauvrissement, un manque de nuances, un manque d'envie d'aller vers l'autre. Et on le voit d'ailleurs dans les discours des jeunes qui sont de plus en plus, finalement, assez cassants. Il n'y a pas beaucoup de nuances, il n'y a pas beaucoup de douceur, parce qu'ils n'ont peut-être même pas les mots pour l'exprimer, puisqu'on voit qu'il y a un véritable appauvrissement du vocabulaire. Tout ça va de pair pour moi. Aussi avec les réseaux sociaux et le fait de devoir exprimer des idées en quelques caractères. Oui, mais on n'est pas obligé d'exprimer des idées en quelques caractères sur tous les réseaux sociaux. Je pense que simplement, ils ne maîtrisent plus la structure des phrases, ils ne maîtrisent plus les mots, ils n'ont plus le vocabulaire pour dire les choses. On a complètement abandonné certains temps qui sont des nuances fondamentales pour exprimer des choses. Et donc, forcément, on perd en finesse, on perd en richesse d'analyse, on perd en nuances. Et c'est grave dans le discours, en fait. Et David, est-ce que c'est le cas de vos super étudiants ou pas? D'abord, comment vous les recrutez par rapport aux autres? Et la question, c'est vis-à-vis des autres classes préparatoires. Je les recrute avec discernement. C'est-à-dire que les algorithmes, c'est très bien, mais ça laisse de côté des informations. Alors j'aurais un très très bon exemple, mais le problème, c'est qu'il serait long à vous l'expliquer. Ce que j'appelle avec discernement, c'est qu'il y a les notes, il y a la motivation d'une personne de 18 ans, 19 ans, il y a ses ambitions, c'est-à-dire vous parliez d'accomplissement. Tout ça fait partie d'un entretien de recrutement qui peut durer 1 heure, avec un professeur de philosophie le plus souvent et moi-même. Et puis, il y a la volonté chez nous de déceler des capacités, certes, mais surtout
un enthousiasme. Dans tout ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses qui font écho à des choses auxquelles je réfléchis moi-même. On parle d'innovation, d'école innovante. Voilà, il n'y a pas d'innovation sans passé. On innove toujours vis-à-vis du passé. C'est-à-dire que dans toute société qui évolue bien, il y a des choses à conserver, il y en a d'autres à changer. Dans l'éducation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les besoins des entreprises aujourd'hui sont en train d'évoluer, les entreprises elles-mêmes évoluent beaucoup. En même temps, si on ne forme des gens qu'à faire du codage, effectivement, ça risque de leur poser des difficultés dans le jour où on aura trop de codeurs. Ce qui immanquablement risquera d'arriver un jour ou l'autre. Et l'art des nuances dont parlait Sandrine, ça vaut pour le vocabulaire. Alors m'interroger sur mes étudiants. Moi, je pense, peut-être à la différence de ce qui vient d'être dit un petit peu, que le travail individuel a encore un intérêt et que le bon travail, c'est un temps pour du travail personnel, un temps pour le travail collectif, un temps pour la réflexion, ensuite collective et le partage des idées. Une chose qui me frappe dans beaucoup d'écoles, dont certaines sont innovantes ou d'autres classes préparatoires, c'est qu'on pratique beaucoup l'art de la discussion. Et l'art de la discussion et de l'éloquence, c'est très bien, mais il faut savoir, plus on discute et plus une classe est démocratique, et moins les savoirs fondamentaux, on a le temps de les dispenser quand même. Un bon cours, c'est pas quelque chose qui doit se transformer en démocratie populaire où tout le monde peut exprimer son pour moi, dont je parlais tout à l'heure, mais où justement on a un temps de travail consacré à l'apprentissage de choses communes, dont la règle sur le savant anarchiste dont je parlais tout à l'heure, de manière à ce qu'on puisse ensuite discuter. Et moi, je reste intimement persuadé que voilà, il y a plein de choses à faire assez innovantes qui vont bien au-delà du nombre d'élèves par classe, mais il y a à faire en sorte que parce que je viens de l'école publique et d'une mère institutrice d'un petit village perdu sur la frontière entre les Vosges et l'Alsace, qu'il y a plein de choses qu'elle pratiquait à l'époque qui sont encore tout à fait dignes d'intérêt pour des étudiants d'aujourd'hui. Et puis il y en a d'autres qu'il faut immanquablement faire évoluer. Et ces choses qu'on fait évoluer, je pense, à la différence de ce qui était le cas il y a peut-être 40 ans et de l'école publique et républicaine, c'est donc l'enthousiasme, j'utilisais ce terme tout à l'heure, mais surtout l'émulation. Un jour, un grand professeur d'université m'a dit, il avait un costume 3 pièces, vous savez, l'éducation, ça n'est que de l'humiliation. Je lui ai répondu non. Et je lui ai répondu non. Ça peut être de l'émulation, surtout, parce que je pratiquais beaucoup des sports. Et quand on pratique un sport, on sait que on n'est pas là pour se mettre en avant, mais on est quand même là pour tirer un peu tout le monde vers le haut. Et c'est un peu le cas dans une classe. Créer de l'émulation dans une classe, ça relève de la pédagogie, ça relève aussi de l'esprit de groupe. Mais cette émulation, elle est vaine, si vous voulez, si elle ne porte pas sur ce qu'on appelle ici aujourd'hui des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire sur l'apprentissage de connaissances, parce que nous sommes quand même dans des sociétés de la connaissance où les mathématiques, Sandrine disait que c'était pas sa tasse de thé, c'est pas la tasse de thé de beaucoup de monde. Et j'ai entendu tout à l'heure, de vous, oui, j'ai entendu tout à l'heure une expression remarquable, à peine arrivée, qui était la quête de sens. Et je pense que dans les entreprises comme chez mes étudiants, et c'est pour ça que j'ai créé mon projet, honnêtement, je pourrais le résumer en 3 mots, c'est quête de sens. C'est-à-dire que ce que j'ai vraiment observé, c'est que des étudiants qui intégraient des grandes écoles, dont HEC, revenaient très vite vers moi en me disant « à quoi bon ça, en fait ? Je m'ennuie déjà, ce sont des savoirs uniquement pratiques et j'aurais aimé qu'ils soient associés à ce qu'on faisait en classe préparatoire. » L'esprit critique, la réflexion, qu'on finit par perdre un peu dans des cours qui sont très pratiques. Mais en fait, il suffit de combiner les deux. Et j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit on commence à avoir du mal à recruter de vrais bons talents qui ont de la culture générale. Je simplifie un petit peu. Mais alors le défi me paraît quand même pas très compliqué, hein. Il suffit de perpétuer l'esprit critique et l'esprit d'exigence de la classe préparatoire en grande école, et puis de le perpétuer en entreprise, sachant que les besoins finalement pour tout le monde sont les mêmes. La quête de sens des étudiants, c'est de savoir pourquoi ils suivent un cours. Et le problème des mathématiques, c'est souvent qu'on n'explique pas aux gens, mais rassurez-vous, vous ne les utiliserez jamais. À part si vous êtes centralien et ingénieur, vous n'utiliserez jamais des dérivés, et encore moins des dérivés secondes. Et simplement, c'est un esprit de la rigueur. C'est-à-dire que ça signale et ça symbolise que la personne qu'on a en face de nous est capable d'intégrer un raisonnement, de le reproduire, non pas d'apprendre par cœur, mais de comprendre ce qu'il fait. Au diable le fait qu'il ne l'utilise plus, et c'est comme ça qu'il peut peut-être l'aimer, ça lui servira toujours parce que ça lui a
appris à être rigoureux. Alors dans l'entreprise, on a quand même besoin de gens à la fois créatifs et rigoureux. Je veux juste dire qu'il y a des gens qui utilisent les dérivés secondes pendant des années. Je referme la parenthèse. Ça sert. On parlait de Max, j'ai envie de poser la question. Là. On a du mal à recruter? Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a deux bonnes nouvelles. Un, nos métiers, quels que soient les corps de métier, sont en tension. On a beaucoup de mal à recruter. C'est générationnel, mais pas que. Donc l'entreprise a besoin de recruter. Et deux, on est de plus en plus ouvert à des profils de recrutement différents. Je m'explique, il fut un temps où on faisait une définition de fonction, on mettait un diplôme, une expérience, on allait sur le marché, on sélectionnait les meilleurs candidats. Bon, aujourd'hui, on se rend compte, encore une fois, fort du constat qu'on a besoin de diversité, qu'on va vers des profils un peu plus cabossés, différents, divers, atypiques, originaux, peu importe. J'ai deux exemples en tête. On a un centre d'appel à Creil, où on essayait d'embaucher des téléconseillers. Et donc, on embauchait des bacs +2. Et les téléconseillers arrivaient, ils étaient formés, intégrés, et on s'est rendu compte qu'il y avait un turnover incroyable. Au bout de quelques mois, ils partaient. Et donc, je me suis rendu sur place, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait, et on s'est rendu compte que lorsqu'on allait voir vers des profils un peu différents, c'est-à-dire des gens qui étaient sortis de l'emploi, qui voulaient réintégrer, qui voulaient avoir une structure professionnelle, ou qui avaient des vies un peu différentes, eh bien, on avait un pas de temps un peu plus long, on avait des bons résultats. Néanmoins, ceux qui réussissaient étaient ceux qui avaient des savoirs fondamentaux solides. Parce qu'il est difficile de multiplier les difficultés. Donc là aussi, je crois que les entreprises sont prêtes, mais savoir s'exprimer, savoir écrire sans faute d'orthographe avec une syntaxe correcte est important quand on veut réussir. Le deuxième exemple qui est important, j'ai fait un voyage aux États-Unis et j'ai rencontré une start-up qui m'expliquait que finalement, les data scientists répondaient à une logique particulière. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'école encore pour cela, et nous, on en cherchait beaucoup. Et donc, on a réalisé donc, en interne, mais quelles que soient, je dirais, les responsabilités officiers, on a fait un concours en interne, et il se trouve qu'il y a des opérateurs de terrain qui avaient cette logique particulière et qui pouvaient accéder aux data scientists, donc on les a formés, etc. Mais on en revient aussi aux savoirs fondamentaux, parce que quelque part, l'entreprise ou le dirigeant que je suis aujourd'hui est infoutu de vous expliquer de quelles compétences on va avoir besoin aujourd'hui ou demain. Ce dont on a besoin, c'est d'esprit critique, c'est d'esprit de curiosité. Mais encore une fois, pour pouvoir naviguer dans l'entreprise, s'exprimer, débattre, eh bien, il nous faut des savoirs fondamentaux. Et l'entreprise ne le prend pas exactement comme ça au début. Évidemment, on est en train de s'outiller pour accompagner ceux qui ont envie de progresser, s'émanciper. Mais si on veut à la fois ouvrir d'autres types de canaux de recrutement pour s'émanciper, il faut que le socle de départ soit solide. Et le socle de départ, eh bien, ce sont les savoirs fondamentaux. Je rebondis avec un petit exemple aussi, IBM, qui est assez intéressant. Tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle l'infogérance en informatique, donc utiliser des ressources ailleurs, essentiellement en Inde. Donc il y a d'immenses centres de ce qu'on appelle l'outsourcing en mauvais français, donc d'infogérance, restons chez nous. Et on a des équipes colossales de dizaines de milliers de gens, mais on s'est rendu compte que, avec tout le respect que j'ai pour les Indiens, leur pratique de l'anglais est assez caractéristique. We're going to give you an answer. Hein, vous connaissez par cœur ce qu'on appelait nous l'accent Arafat, ce qui était pas tout à fait vrai, mais bon. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un petit problème. Les clients commençaient à pas être contents, et on a créé un centre à Lille. Et justement, avec des personnes qu'on va qualifier de raccrocheurs pour la plupart d'entre elles, parce que ces personnes arrivaient des banlieues lilloises, hein, mais avaient la capacité de s'exprimer très correctement, parce que ce que nous demandaient les clients, et un en particulier, une chaîne de télévision bien connue, disait « Je préfère payer, à peu près, il faut payer 4 personnes en France, ça correspond à 7 en Inde. » Mais finalement, ils ont arrêté le contrat en Inde. Et maintenant, il y a près d'1 millier de gens dans notre centre de Lille aujourd'hui. Donc, ce n'est pas quelques dizaines d'emplois. On a eu un très fort soutien de Martine Aubry sur le sujet, d'ailleurs, parce que là, c'était un endroit où il y avait des seringues, de la drogue et tout, qui a été entièrement nettoyé. Il y a pas mal maintenant de bâtiments qui ont été reconstruits et des entreprises. Et vous voyez, la capacité à comprendre ce que demande le client.
je ne suis pas en train de dire du mal des Indiens, mais ils ont une forme de pensée, de travail qui est très spécifique. Et s'ils doivent partir à 5 heures, ils sont capables d'arrêter le codage à 5 heures. Un Français ira toujours au moins au bout de la ligne, quoi. Mais il nous fallait des personnes capables de s'exprimer correctement. Et on en a quand même trouvé 1100. Donc il y a quand même la bonne nouvelle. Et quasiment aucun n'avait le bac. Hein. C'est des gens qui vraiment des raccrocheurs. Alors on fait toute la formation qui va bien. Et c'est aujourd'hui un grand succès, nous et d'autres entreprises qui sont implantées autour dans la banlieue lilloise. Est-ce que Brigitte. J'aimerais bien rebondir sur cette carence que l'on dit, les enfants qui manquent de vocabulaire, qui ne lisent plus, on ne leur donne plus envie, etc. Là, j'ai une classe de CM2. J'ai 3 de mes élèves qui ne savent pas ce que c'est que du gazon. Ils ne savaient pas ce que c'était que du gazon. Donc, je crois que au-delà de faire lire, nous avons des enfants qui sont de plus en plus déconnectés avec le monde du vivant, notamment les enfants des villes. Donc, la nature, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne connaissent plus le nom des plantes, ils ne connaissent plus le nom des arbres. D'ailleurs, il y a des adultes qui ne savent plus non plus. Et pour que la vie prenne sens, il faut aussi la vivre. Et donc, il faut aussi la toucher, il faut la voir. Moi, ça fait des décennies presque que je rêve d'un retour de cours d'école où les enfants aient droit de grimper aux arbres. Hein, et ben ils tombent, ils se font mal, et ben ils feront attention la prochaine fois. Et ça fait partie de la vie. Donc tout ce qui est de l'ordre du vivant, et donc ça passe par le corps aussi, toute l'expression du corps. Je veux dire, ce qui passe pas avec le corps, ça a du mal à se fixer dans le cerveau aussi. Donc il y a tout cet art de parler. Il y a ce manque de vocabulaire. Il y a la pensée fine dont tu parlais avant et qui est essentielle. Et ça passe par les émotions aussi. Si on arrive à verbaliser les émotions, à savoir si c'est de la joie ou de l'euphorie ou de la colère ou de la haine, etc., si on arrive à faire ces différences-là, mais on va déjà mieux. Et donc peut-être qu'on réagira moins avec les points ou avec la dépression. Donc je crois aussi qu'il y a tout un univers dont sont privés nos enfants, et qui est lié à la nature, à la vie, à ce qui est essentiel, et donc au corps aussi. Hein. Donc il y a des enfants qui font du basket, d'autres qui font du tennis, etc. Mais de grimper aux arbres, de courir, de faire rouler des pierres. À travers ces gestes-là, on se construit aussi, et on s'ancre, et on sait qui on est, et on se connaît mieux, parce qu'on connaît mieux son corps. Alors, il y a un exemple qui corrobore ce que tu dis sur les apprentissages. On s'est rendu compte qu'il y a des chercheurs en Norvège qui ont testé 250 participants et qui ont testé les apprentissages avec le geste d'écriture, donc quand on passe par le corps, par la main, et les mêmes apprentissages quand on passe par le clavier. Et en gros, ils ont mis des électrodes sur le cerveau des gens et ils se sont rendus compte, sur la tête des gens, ils se sont rendus compte qu'il y a une zone du cerveau, quand tu passes par le corps, qui s'allume, qui est la zone de la mémorisation. Et effectivement, du coup, on ancre beaucoup plus, on mémorise beaucoup mieux les apprentissages quand ils sont passés par le geste, par la main, que lorsqu'ils sont passés par le clavier. Et c'est scientifique, les 250 participants, c'était unanime, ont eu cette zone du cerveau qui s'est allumée et qui correspond à la mémorisation. Donc, d'ailleurs, pour être bon en orthographe, on conseille aujourd'hui de beaucoup passer par la main parce que être bon en orthographe, ça demande d'avoir une mémoire photographique. Et cette mémoire photographique, une fois qu'on écrit à la main, qu'on voit le mot et qu'on allume cette partie du cerveau, du coup, on apprend plus facilement. Et on ancre plus facilement. Et en tant que graphologue, parce que je suis graphologue, je suis absolument d'accord avec toi. Ça doit passer par le geste, par le corps. Et donc c'est un ancrage supplémentaire qui se fait, bien évidemment. Et en plus, à travers l'écriture, il y a tout ce dont on est porteur sur le plan émotionnel, sur le plan de ce qui fait que nous sommes nous, qui passe. Et donc
ça lâche aussi des influx qui fait qu'on se sent mieux, plutôt que de taper sur un clavier. Bien que c'est très pratique, un ordinateur, quand on bosse, quand on écrit un bouquin, etc. Je suis le premier à critiquer les ordinateurs, alors soyez rassurés. Et pourtant, c'est indispensable. Mais en tant qu'enfant, dans sa construction, le geste graphique est essentiel. Essentiel. Si je peux rebondir sur ce point, ça renvoie vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'il faut garder, conserver, et puis ce qu'il faut promouvoir de nouveau. En classe préparatoire, je tiens exactement le même discours. Et moi-même, je le fais. Je viens de passer ma journée sur des PowerPoint, je ne vous le cache pas, jusqu'à il y a 1 heure de cela. Et juste avant de venir ici, j'ai sorti mon stylo, une feuille, et j'ai jeté sur le papier quelques notes. Par définition, quand on écrit, on a sa propre écriture. Ça veut dire qu'on écrit pour soi. Moi, j'ai une écriture que mes étudiants qualifient de catastrophique. Et je leur dis oui, mais j'écris pour moi, je n'écris pas pour vous. Mais donc, par définition, elle me correspond. Quand je tape sur un clavier, ça ne me correspond pas particulièrement. Donc, le processus de mémorisation, il est extrêmement simple. Et mes étudiants, alors qu'ils ont 20 ans, ils me voient avec mon ordinateur, j'ai même une tablette incroyable, mais dès lors qu'on commence à réfléchir à, par exemple, la structuration des idées, ou ce qu'ils appellent des fiches, ce qui ne me plaît pas trop, ils sortent tous des stylos, des feuilles, et ils font leur propre schéma. Et c'est là où c'est exceptionnel, c'est que quand ils prennent des notes sur un ordinateur, ils les prennent tous de la même manière. Alors que quand ils schématisent déjà un modèle théorique en économie, par exemple, ils le schématisent chacun à leur manière. Donc, déjà, ils sont en train de le mémoriser. Et ça, c'est très important de le dire à tous les enfants, mais aussi à tous les gens qui travaillent. Voilà, mes anciens étudiants me disent toujours, avec le recul, ils me tutoient, ils me disent « tu avais raison ». Dès lors qu'il s'agit de préparer une intervention devant mes supérieurs, etc., je ressors ma feuille, mon crayon, je pose mes idées, etc. Et seulement après, je passe au process de l'ordinateur, des slides qu'on va leur montrer, etc. C'est très très important, je pense. Ça me fait souvent penser à... Cette conférence me fait penser à Venise. On s'en était parlé à un moment donné. Hein. Sous tous les palais de Venise, vous avez des piliers en bois qui sont plantés bêtement dans le sable. Alors, bêtement, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais ingénieusement, on les voit pas, mais si vous enlevez les piliers en bois, il n'y a pas de palais. Et donc Venise serait restée des bancs de sable dans lesquels on aurait récolté du sel. Voilà, vous savez à quoi ressemble Venise maintenant, vous enlevez les savoirs fondamentaux, ça coule. Parce que je pense que les savoirs fondamentaux sont le reflet des potentiels que l'on a tous, en fait. Et donc, avoir ces savoirs-là, c'est être qui on est. Et ne pas les avoir, c'est être en dessous de qui on est. Alors, je dirais ça un peu différemment. Je dirais que les savoirs fondamentaux, c'est le socle commun qui sont un peu comme des poteaux de Venise, sans lequel tout s'effondre, en fait. C'est-à-dire, c'est le socle sur lequel tu peux bâtir l'édifice, parce que sans ce langage commun, sans ces codes qui sont partagés, sans cette capacité à développer sa pensée, à développer une analyse, à avoir un esprit critique, à développer sa curiosité, qui sont ces savoirs fondamentaux et ce socle commun, il n'y a aucune possibilité après d'individuation de la personne, parce qu'elle n'a pas les outils pour s'individualiser, en fait, finalement. Sauf que quand tu as des enfants qui ont des 10 importants, ils ne peuvent pas coder de la même manière que les autres. Donc il faut les aider à trouver des stratégies, et il en existe, et il y a des spécialistes dans cette salle-là, pour surmonter ce qu'on appelle un handicap, parce qu'ils ne sont pas dans la norme, mais en fait, ils ont autant de potentiel que les autres, à part que leur parcours est beaucoup plus compliqué. Alors, nous arrivons au terme, on pourrait, je crois, continuer très longtemps. Alors, je vais demander un mot de conclusion à Max, en lui posant la question, en lui rappelant l'objection que j'ai entendue plusieurs fois. À quoi bon apprendre l'orthographe puisqu'il y a des correcteurs orthographiques?
Question difficile. Moi, en vous écoutant, et évidemment, je continue à prendre des notes manuscrites, j'ai mes cahiers de notes, etc. Mais force est de constater, quand on voit la productivité à laquelle on est confronté, beaucoup de gens prennent des notes directement sur ordinateur. Alors, c'est pathétique, etc. Mais c'est comme ça. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler beaucoup plus main dans la main, le système éducatif quel qu'il soit, l'entreprise, pour qu'il y ait un prolongement assez naturel, parce que les savoirs fondamentaux, le lieu et l'endroit idéal, c'est à l'école. Et puis ensuite, on peut reprendre la main dans certains cas, mais c'est pas toujours simple. Donc, essayons de travailler de concert. Et je crois que derrière l'orthographe, il y a ce qu'on dit, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir débattre, s'exprimer dans les nuances. Donc, il n'y a pas que l'orthographe, même si pour moi, c'est une forme d'élégance. Et vous savez, moi, je suis pas né en France. Bon, je viens d'un milieu social plutôt défavorisé. Donc, l'accès à l'orthographe était pour moi une façon d'être reconnu et de pouvoir m'intégrer. Donc je crois que c'est extrêmement important. Je crois que c'est un peu vu aussi comme ça aujourd'hui, hein. Il y a des lettres de motivation et des CV qui n'aboutissent pas parce qu'il y a une malheureuse faute d'orthographe à un moment donné, et c'est extrêmement dommage. Donc c'est comme ça. Donc je crois qu'il ne faut pas lâcher sur les savoirs fondamentaux, orthographe, expression écrite et orale, parce que quelque part, c'est ce qui va permettre d'évoluer de plus en plus rapidement, et ce qui va permettre aussi à l'entreprise d'offrir beaucoup de possibilités à partir du moment où le monde, évidemment, devant nous est un monde en friche qu'il va falloir arpenter. Mais quand ces savoirs ne sont pas là, pour l'entreprise en tout cas, tout est plus difficile. Merci Sandrine, merci Brigitte, merci David, et merci Max, merci beaucoup pour vous. Merci. Merci à tous. Un petit mot pour ceux notamment qui nous suivent à travers lipsco.fr. Merci Hervé Roland et vos intervenants de nous avoir aidés à réfléchir sur la formation de nos jeunes et nous avoir montré de façon aussi claire à quel point les fondamentaux doivent le rester et on l'espère le resteront. Vous pouvez bien sûr retrouver l'enregistrement de cette table ronde sur le site lipsco.fr dans les jours qui viennent, ainsi que les replays de nombreux ateliers qui ont eu lieu ici toute la journée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site lipsco.fr. Vous aurez accès gratuitement au contenu d'ici à peu près une dizaine de jours. Un petit mot de remerciement quand même. Ce salon touche à sa fin. J'espère que cette journée vous aura permis de découvrir de nombreuses pédagogies, de nombreuses nouvelles pratiques, de faire de belles rencontres pour ceux qui étaient ici à Paris avec nous, de nourrir votre action comme votre réflexion, de vous donner, j'espère que cette journée vous aura donné envie de vous engager concrètement en fait, sur le terrain pour renouveler le paysage éducatif avec tout ce système alternatif qui aujourd'hui prend de plus en plus de poids en France. Je remercie très chaleureusement chacun des intervenants qui ont participé à cette journée. Merci pour votre expertise si précieuse et votre engagement de tous les instants auprès des familles. Et merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, à vous qui nous suivez en ligne depuis ce matin. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas décroché de la journée, donc merci de votre participation. C'est une façon de faire rayonner la liberté pédagogique qui nous tient tant à cœur. N'hésitez pas à suivre l'actualité du Salon Lipsco sur les réseaux sociaux ainsi que celle de la Fondation pour l'école. La Fondation pour l'école vous donne rendez-vous dans 18 mois, au printemps 2024, pour la 4e édition du Salon Lipsco. Merci à tous. Bonne soirée.